Voici une capsule vidéo dans laquelle je vais récapituler un certain nombre de lois qui sont utiles en génie des procédés concernant les interactions fluides-solides. Tout d'abord, le coefficient de traînée, qui est une notion qui va être utile pour décrire un certain nombre de procédés. Alors on peut rappeler que la traînée est la résultante des forces de pression et de frottement dans la direction de l'écoulement. Et on va pouvoir obtenir ce genre de graphique, éventuellement sous forme de corrélation numérique, où on va avoir le coefficient de traînée qui est indiqué en fonction du nombre de Reynolds particulière. Alors, je rappelle la définition du nombre de Reynolds particulière. Comme n'importe quel autre nombre de Reynolds, c'est le produit d'une masse volumique par une vitesse caractéristique, une longueur caractéristique divisée par une viscosité. Il s'agit ici de la masse volumique et de la viscosité du fluide. La confusion est assez courante de prendre la masse volumique du solide, or c'est une erreur dans cette définition. Vous avez ici la dimension caractéristique du solide, donc typiquement la dimension, le diamètre équivalent des particules lorsqu'on va étudier des procédés qui mettent en œuvre des particules. Et ici, la vitesse, en fait, la vitesse relative de la particule par rapport au fluide. Donc voilà la définition du nombre de Reynolds particulière. Et donc pour ce qui est du coefficient de traînée qui apparaît ici, on va le retrouver lorsque l'on va chercher à calculer la force de traînée. Donc on retrouve le coefficient de traînée ici. On retrouve ici une expression, donc masse volumique, vitesse au carré divisé par 2, donc typiquement ça fait penser à l'énergie cinétique dans l'équation de Bernoulli. Et puis ici, c'est la surface projetée dans la direction de l'écoulement. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cet abac, on voit que se dégagent trois différentes zones. Donc, pour les nombres de Reynolds faibles, typiquement inférieurs à 1, on va être en régime de Stokes. On voit qu'on a une décroissance linéaire, donc en échelle log-log sur ce graphique, du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. Pour les nombres de Reynolds élevés, donc typiquement au-dessus de 1000, on va avoir un coefficient de traînée qui va être quasiment constant. C'est le régime dit de Newton. Et puis entre les deux, on va avoir quelque chose qui rejoint ces deux extrémités, et c'est le régime de Van Allen. Alors, il y a une petite particularité dans ce cas-là, c'est qu'on observe une chute brutale du coefficient de traînée, donc pour les très forts Reynolds, qui correspond en fait à une contraction du sillage à l'arrière de la particule. Vous voyez, donc en deçà de ce nombre de Reynolds, on a quelque chose qui est relativement développé et qui va se contracter lorsqu'on est à Reynolds très élevé. Alors, à partir de ce coefficient de traînée, je ne vous détaille pas évidemment ici la démonstration, on arrive à la notion de vitesse terminale de chute. Alors, dans les procédés, en général, la phase d'accélération lors de la chute d'une particule est très courte au regard du temps caractéristique du procédé, et du coup, on travaille essentiellement à la vitesse terminale de chute. Pour nos particules. Alors, il y a deux nombres adimensionnels importants pour caractériser cette chute. C'est le nombre d'Archimède. J'ai noté ici qu'il est lié au nombre de Galilée. Donc, vous voyez qu'il dépend uniquement des propriétés du solide et du fluide. On va retrouver la dimension caractéristique, le diamètre équivalent des particules, ainsi que leur masse volumique. Et on va retrouver la masse volumique du fluide ainsi que sa viscosité. Et bien évidemment, puisqu'on est en train d'étudier une chute, on a l'accélération de la pesanteur qui apparaît dans ce nombre d'Archimède. Deuxième nombre caractéristique important, évidemment, le nombre de Reynolds. Alors c'est un nombre de Reynolds particulière, mais qui porte ici un indice T puisqu'il est considéré pour la vitesse terminale de chute. Alors, on a donc trois régimes différents. On retrouve les régimes qu'on a vus pour le coefficient de traînée. Donc, on va avoir, lorsque le nombre d'Archimède est faible, le régime de Stokes, avec une expression du nombre de Reynolds terminal de chute en fonction du nombre d'Archimède. Lorsque le nombre d'Archimède est grand, on va avoir le régime de Newton avec une autre expression toujours du nombre de Reynolds en fonction du nombre d'Archimède. Ce que l'on remarque, c'est qu'ici, il y a une borne supérieure sur le régime de Newton qui correspond en fait à la chute relativement brusque sur le coefficient de traînée qu'on a vu sur le graphique précédent. Et puis, pour des nombres d'Archimède intermédiaires, eh bien, on va avoir le régime de Van Allen avec encore une autre expression du nombre de Reynolds terminal de chute en fonction du nombre d'Archimède.
Alors, on a des expressions pour calculer directement la vitesse terminale de chute lorsque l'on est en régime de Stokes. Donc voilà l'expression, évidemment on retrouve l'influence de la viscosité. Et puis lorsque l'on est en régime de Newton, on a une autre expression où on va retrouver ici typiquement l'influence plutôt de la masse volumique en régime inertiel. Alors les équations que je vous ai montrées nécessitent la connaissance du diamètre des particules. Dans certains cas, on ne le connaît pas, mais on va pouvoir s'en sortir si on connaît leur vitesse terminale de chute. Donc c'est ce qui est mentionné sur cette diapo. Donc on va d'abord calculer la valeur de Cx sur Reynolds, qui est un nombre adimensionnel, et vous voyez qu'il dépend uniquement des propriétés du fluide, que l'on voit ici, la masse volumique du solide, ainsi que la vitesse terminale de chute des particules. On n'a pas besoin de connaître leur diamètre. Comme d'habitude, on va avoir les différents régimes qui vont apparaître en fonction de la valeur de ce Cx sur Reynolds. Et vous voyez que dans le cas du régime de Stokes et dans le cas du régime de Van Allen, on a à la fois une formule précise qui est une équation implicite et une formule approximative qui permet de donner une première valeur du nombre de Reynolds terminal de chute. À partir de cette estimation, on va pouvoir initialiser l'équation implicite qui est ici et trouver une valeur plus précise pour ce nombre de Reynolds terminal de chute. Évidemment, une fois qu'on a la valeur du nombre de Reynolds terminal de chute, on va pouvoir remonter au diamètre des particules. Alors, lorsque l'on a affaire à de la centrifugation et non plus l'influence unique du champ de gravitation, on va pouvoir calculer une vitesse de centrifugation, UC, qui est indiquée ici. En fait, c'est un calcul extrêmement simple, puisqu'on a, en fonction du régime, toujours calculé par rapport au nombre d'Archimède, soit le régime de Stokes, soit le régime de Van Allen, soit le régime de Newton. Et donc, en fonction de cette valeur, on va calculer la vitesse terminale de chute avec les équations que je vous ai montrées précédemment, et on va apporter une sorte de correction, en quelque sorte, enfin une multiplication, par l'effet centrifuge à une certaine puissance pour pouvoir remonter à la vitesse de centrifugation. Alors, si on a affaire à un essaim de particules, on va pouvoir calculer la vitesse terminale de chute de cet essaim de particules à partir de la vitesse terminale de chute d'une particule isolée, c'est-à-dire toutes les équations que je vous ai montrées précédemment. Et on va, pour cela, devoir tenir compte de la fraction volumique de solide qui est présente dans la suspension et d'une puissance petit n, dont on voit qu'elle a une valeur qui va varier en fonction de la valeur du nombre de Reynolds terminal de chute, toujours pour les particules isolées, donc un RET 0. Donc c'est une approche simplifiée, mais ça permet d'avoir un premier ordre de grandeur de la vitesse terminale de chute d'un ensemble de particules, contrairement au cas d'une particule isolée. À noter qu'en toute rigueur, il faudrait également corriger la masse volumique et la viscosité et tenir compte de la masse volumique et de la viscosité de la suspension et non plus celle du fluide. Alors on a des expressions qui sont fournies ici. On voit que pour la masse volumique, on a une expression assez naturelle, c'est-à-dire qu'en fait on pondère les masses volumiques des particules et du fluide en fonction de la fraction volumique de solide. En revanche, pour la viscosité, on a une loi un petit peu différente, qui est une corrélation. Vous reconnaissez immédiatement ici un chiffre qui est assez typique d'une corrélation. Donc, pour calculer, pour estimer, disons, la viscosité de la suspension en fonction de la fraction volumique de solide qui est présente. Dernière chose qu'on a besoin de connaître lorsqu'on va vouloir étudier des procédés dans lesquels il y a des solides, c'est la perte de charge dans un milieu granulaire ou un milieu poreux. Pour cela, on peut faire appel à la loi de Darcy, qui n'est valable que pour des nombres de Reynolds particulières faibles. Donc elle donne l'expression du débit volumique qui va traverser ce milieu poreux ou granulaire, donc qui est une fonction de la perte de charge linéaire, donc perte de charge par unité de longueur de milieu granulaire ou poreux traversé. Évidemment, on a une dépendance à la viscosité du fluide, forcément pour une perte de charge. Ici, c'est la section du milieu poreux ou granulaire qui a été traversée. Et puis, on a le grand B qui est la perméabilité, donc qui est une grandeur caractéristique de l'empilement de grains et qui s'exprime en mètres carrés. Il existe aussi une unité Darcy. Alors, on va pouvoir définir des vitesses. La vitesse moyenne ou superficielle, qui est tout simplement le rapport entre le débit volumique qui traverse le milieu poreux ou granulaire et sa section.
Donc en fait, ça revient à une vitesse en flux vide en réalité. Et puis la vitesse dans les pores qui sera forcément supérieure à US. Et cette vitesse dans les pores, en fait, c'est égal à la vitesse US divisée par 1 moins epsilon, epsilon étant la porosité du lit, c'est-à-dire le taux de vide en fait dans ce lit. Et puis on va pouvoir utiliser une relation plus générale qui est la relation d'Ergun, qui donne toujours la perte de charge par unité de longueur, avec deux termes. Un premier terme où on va avoir une constante HK, donc on a une valeur, un ordre de grandeur de valeur qui est donné ici. Dans la littérature, on peut trouver des valeurs un peu plus précises en fonction de la configuration exacte, en particulier la forme des grains. Ici, on va avoir la surface spécifique des grains. Donc je vous rappelle que pour une sphère, AP est égal à 6 sur dP, donc dP étant le diamètre équivalent de la particule. Ce AP est au carré. Ici, on a une expression qui dépend toujours de la porosité du lit. On va retrouver la viscosité et la même vitesse superficielle que ce que j'avais défini ici, donc le rapport entre le débit volumique qui traverse le milieu poreux et sa section. Donc ça donne un premier terme. Et puis on a un deuxième terme avec une constante HB, toujours la même chose, qui a un ordre de grandeur de 0,3, mais on pourra trouver des expressions plus précises. On retrouve le AP ici, une équation qui dépend de la porosité. Et cette fois-ci, c'est la masse volumique du fluide qui intervient et la vitesse superficielle au carré. Donc en fait, on a deux termes dans cette équation. Un premier terme qui correspond à un nombre de Reynolds faible, donc avec une équation de Karman-Kozny. Et puis pour les nombres de Reynolds plus grands, un terme inertiel. Ici, on avait un terme plutôt visqueux. Ici, on a un terme inertiel. Et en fait, lorsque l'on va avoir un nombre de Reynolds qui est compris entre 1 et 100, on va bien tenir compte des deux termes qui vont tous les deux avoir une valeur significative pour pouvoir calculer notre perte de charge par unité de longueur dans le milieu poreux au granulaire. En conclusion, sur ce petit récapitulatif sur les lois d'interaction fluide-solide qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite étudier nos différents procédés, donc on a d'abord le cas d'un écoulement d'un fluide autour d'une particule, ce qui permet de définir la notion de coefficient de traînée, et puis le nombre de Reynolds particulière. Donc j'insiste bien sur sa définition et notamment le fait que c'est la masse volumique du fluide qui intervient ici dans cette définition. Ce nombre de Reynolds particulière, on va le retrouver en fait dans tous les cas de figure où on a des particules et un fluide. Ensuite vient la problématique du mouvement d'une particule dans un fluide. Donc on a vu la manière de calculer la vitesse terminale de chute avec les différents régimes en fonction de la valeur du nombre d'Archimède. On a également vu une première approche très simple pour pouvoir étudier le cas d'un ensemble de particules, non pas seulement d'une particule isolée. Et puis j'ai mentionné aussi ce qui se passe lorsque l'on a une force centrifuge qui intervient dans le procédé. Et puis enfin, on a vu deux lois, les deux principales lois, disons, pour calculer les pertes de charge dans les milieux poreux ou granulaires, donc les lois de Darcy et d'Ergun. J'espère que cette petite vidéo récapitulative pourra vous aider pour pouvoir ensuite étudier en détail les différents procédés dans lesquels on va retrouver ces interactions fluides-solides.